Donc je suis ici pour vous parler de l'identité biologique de la femme. Alors je vais aussi un peu parler de l'homme. Et puis il est bien évident aussi que les hommes et les femmes ne sont pas limités au biologique. Alors pour schématiser un peu, on peut dire que le corps est du domaine du biologique, du physique. Le psychisme, le lieu de nos pulsions, de nos émotions, de nos affections, de nos désirs, de nos besoins, de nos frustrations. Et l'esprit est le siège intime de la volonté et de la conscience. Donc ces trois composantes sont totalement imbriquées l'une dans l'autre et elles sont difficiles à dissocier également de la culture dont nous sommes issus et de l'éducation que nous recevons. Je vous invite donc à entendre la suite de mon exposé avec cette ouverture. Alors, notre sexe, qui est une donnée de naissance, lorsque nous naissons, à peine issus du ventre de la mère qui nous a mis au monde, de la femme qui nous a mis au monde, les premiers mots que nous entendons, c'est une fille, c'est un garçon. Dès la naissance, nous sommes identifiés avec un sexe féminin ou masculin. L'annonce de ce sexe va provoquer dans l'entourage familial des réactions diverses, joie, bonheur, mais aussi déception. Le sexe biologique est directement relié au sexe chromosomique, comme vous le savez. XX pour une fille, XY pour un garçon. Et pendant toute la période de la petite enfance et jusqu'à la puberté, l'enfant va se découvrir sexué, garçon ou fille. Il va retrouver cette différence chez ses parents, frères et sœurs. Il va aussi chercher à comprendre comment il est venu au monde. Il va observer dans son entourage que quelquefois les ventres des femmes s'arrondissent pour porter un enfant et que les ventres des hommes resteront plats. Enfin, tout au moins, vides d'enfants. Les transformations physiques qui nous rendent pleinement hommes ou femmes. Entre 10 et 16 ans, un phénomène bouleversant va arriver, c'est la puberté. Cataclysme hormonal chez les garçons comme chez les filles. Les ovaires et les testicules vont démarrer leur activité. Chez les garçons, les androgènes, dont le chef de file est la testostérone, démarrent leur production. L'apparition des poils pubiens et des aisselles sont les premiers signes de l'activité de la testostérone. Puis, la voix devient rauque, le garçon commence à muer. La musculature se développe et la question du rasage, de la moustache et ou de la barbe commence à se poser. Les premières éjaculations se manifestent et la production de spermatozoïdes démarre et ne s'arrêtera qu'à son décès. La testostérone est produite en continu par les testicules. C'est l'hormone de la force physique qui peut être utilisée comme dopant par les sportifs pour développer leur force musculaire et elle permet le désir sexuel. Elle est sécrétée d'une manière constante, pas de désagréments liés aux variations hormonales pour les hommes. Il n'y a pas de variation de testostérone, ou un petit peu dans la journée, pas de la même manière que les femmes. Pour nous, les femmes, c'est une autre histoire, bien différente. Pour les petites filles, l'entrée dans la cour des grandes se manifeste par l'arrivée des premières règles. Un certain nombre de sociétés traditionnelles fêtent cet événement de manière spécifique, pour signifier à leurs jeunes filles l'importance de ce moment. Pour chacune de nous, ce moment est gravé dans notre mémoire, qu'il ait été fêté, méprisé ou ignoré par notre entourage. Et c'est le début d'une histoire qui va durer entre 35 et 40 ans. Notre vie va être rythmée par ces cycles, tous les 28 jours en moyenne au rythme des cycles lunaires, entre 23 et 35 jours en réalité. Les ovaires vont sécréter à leur tour des oestrogènes, de la progestérone, selon un schéma qui se répète, cycle après cycle. Et ils vont également sécréter de la testostérone en faible quantité. Au moment de la puberté, les oestrogènes transforment lentement le corps de la jeune fille. Les seins se développent, la taille s'affine, les hanches s'élargissent, les poils poussent aux aisselles et au pubis. Ces oestrogènes sont les meilleurs amis des femmes. Elles vont s'occuper de nous pendant des décennies. Elles consolident nos os, les rendent résistants, protègent nos vaisseaux sanguins des dépôts dangereux, font briller nos cheveux, attendrissent nos muqueuses. Pendant cette première partie du cycle, on se sent plutôt en forme, énergique. Le désir sexuel est plutôt éveillé. Et comme chaque mois, grâce au stock de 500 000 ovules que nous avons dans nos ovaires depuis notre naissance, un ovule fait une brève mais remarquable apparition dans notre vie de femme pour 24 heures. La progestérone alors entre en scène.
Elle prépare l'utérus à la nidation éventuelle d'un œuf et assure le développement des glandes mammaires, d'où la tension des seins que l'on peut ressentir avant les règles. À ce moment du cycle, on peut se sentir fatigué, raplapla, plus avoir goût à rien, voire déprimé, pleurant, réagissant avec plus de sensibilité, d'emportement que d'habitude. Vous savez, quand l'entourage remarque « Tu vas voir tes règles ou quoi ?» Physiquement non plus, ce n'est pas la forme. Boutons, cheveux gras, migraine, on se sent gonflé, rien ne va plus. Et les règles arrivent et tout recommence. Ou elles n'arrivent pas et une grossesse démarre. La maternité. Comme nous venons de le voir, tout le corps de la femme se prépare, mois après mois, cycle après cycle, à cette grande aventure de la grossesse et de la maternité, faisant d'une femme une mère. Mais ce n'est que l'aspect biologique. Et la question de la maternité ne touche pas qu'au biologique. Elle est bien plus que le biologique. Elle touche au psychisme, à la culture, à l'éducation, à la transmission. Je peux avoir le désir d'une grossesse sans vouloir d'enfant. Vouloir un enfant sans le désirer. Qu'est-ce que je veux transmettre ou ne pas transmettre? Qu'est-ce que je peux transmettre avec mon histoire personnelle? Est-ce que j'ai quelque chose à transmettre? Et la maternité est-elle la seule façon de transmettre pour les femmes? Notre capacité à être mère n'est pas portée uniquement par le biologique. Elle se fonde sur l'enfance, sur les identifications aux parents de l'enfance, sur le désir de fonder une lignée et sur la capacité à quitter ses propres parents. Non pas couper les liens, mais se séparer des parents de l'enfance. Pendant des centaines d'années, les femmes ont accepté, voire subi la maternité comme allant de soi, avec bonheur, avec fatalité, avec rancœur, avec rage et colère aussi. Depuis 40 ans, les progrès de la médecine et de la biologie ont permis de mieux connaître le cycle de la femme et ont permis aussi que les femmes puissent choisir de ne pas avoir d'enfants. La contraception est aujourd'hui accessible à toutes les femmes qui le souhaitent. Elle n'est pas une obligation, elle est un choix que chaque femme peut poser en connaissance de cause si elle a accès à l'information. La contraception permet une dissociation entre sexualité et fertilité. Elle doit répondre à 4 critères, simples, efficaces, réversibles et sans danger. Il existe beaucoup de moyens de contraception. Et pour reprendre le slogan publicitaire, la meilleure contraception, c'est celle que je choisis. Mais pour choisir, encore faut-il être informé. Méthode naturelle sur l'observation de son cycle, méthode barrière, préservatif, spermicide, diaphragme, stérilé, méthode chimique comme la pilule, méthode définitive, ligature des trompes. Je ne vais pas ici faire une information plus détaillée. C'est de la responsabilité de chaque femme de s'interroger sur ce qui est bon pour elle et d'en parler avec le médecin ou la sage-femme qui l'accompagne dans sa démarche. En n'oubliant pas que le 100% efficace n'existe pas et que le psychisme peut quelquefois être plus fort que le biologique. La contraception d'urgence, appelée pilule Norlevo, peut être prise dans les 72 heures suivant un rapport non protégé. Elle empêche la rencontre de l'ovule et des spermatozoïdes en repoussant ou en empêchant l'ovulation. Ou elle empêche l'anidation de l'œuf fécondé. Elle n'est pas fiable à 100%. Si la grossesse est inacceptable, l'interruption volontaire de grossesse est, depuis 1975, inscrite dans la loi française. Elle est possible jusqu'à 12 semaines de grossesse, après un délai de réflexion de 8 jours entre 2 consultations. Elle peut se faire de 2 manières. Par une technique médicamenteuse, en 2 temps, avec prise d'un premier comprimé pour stopper la grossesse, suivi d'un deuxième, 48 heures plus tard, pour donner des contractions et vider l'utérus. Cette méthode peut se faire à domicile. Et puis par une technique chirurgicale, avec une aspiration sous anesthésie locale ou générale en milieu hospitalier. L'IVG est prise en charge par la sécurité sociale. C'est un acte qui s'est généralisé depuis 40 ans chez les femmes de 15 à 45 ans. Il y en a environ 220 000 par an en France. Les progrès de la médecine ont permis également que les couples qui ont des difficultés à concevoir un enfant puissent être aidés. Depuis la naissance d'Amandine en 1982, premier bébé issu d'une fécondation in vitro en France, les progrès permettent une meilleure maîtrise des traitements hormonaux et une augmentation des taux de succès. En 1994, les premières lois de bioéthique sont votées en France.
Elles permettent de réserver ces pratiques aux couples, hommes, femmes, vivants, en âge de procréer, mariés ou justifiant de 2 ans de vie commune. Pour l'instant, l'assistance médicale à la procréation est limitée au traitement de couples se trouvant face à une infertilité médicalement constatée ou risquant de transmettre une maladie grave à l'enfant ou à un des membres du couple. La PMA comprend toute une panoplie de techniques, suivant le problème de fertilité rencontré chez le couple. Je ne vais pas non plus aborder toutes les techniques, juste donner quelques précisions sur la FIV. Après un traitement médical, des ovocytes, c'est-à-dire des ovules, vont être prélevés chez la femme et mis en contact avec les spermatozoïdes de son conjoint ou d'un donneur. S'il y a une conception d'embryon, celui-ci va être implanté dans l'utérus de la femme. S'il y en a plusieurs, ils vont être congelés pour être implantés plus tard si besoin. La sécurité sociale prend en charge à 100% les techniques d'AMP et limite le remboursement des FIV à 4. Le taux de succès pour une FIV est de 22% environ. Et si les embryons étaient congelés auparavant, ce taux de succès descend à 15%. Je ne peux pas terminer cet exposé sur l'identité de la femme sans aborder la question de la gestation pour autrui. La gestation pour autrui est une méthode de procréation qui se pratique en cas d'infertilité féminine liée à l'absence d'utérus ou à sa déformation. La mère porteuse porte l'enfant d'un couple qui a fourni ses embryons. Elle prend en charge le développement in utero de l'embryon et à la naissance remet l'enfant à la mère génétique et à son père. Actuellement, cette pratique est interdite en France, mais du fait de la variété des législations dans le monde et de la liberté de circulation des personnes, un tourisme procréatif a pu se mettre en place, mettant en difficulté des familles qui se sont mises hors la loi. La France va-t-elle continuer à interdire la GPA? Va-t-elle l'autoriser? Avec quel cadre? Qui sera la femme qui accouche d'un enfant qui n'est pas biologiquement le sien? Une femme généreuse qui prête son corps pour qu'un couple puisse accueillir un enfant? Une femme pour qui ce contrat est une aubaine? Ou une femme acculée par la précarité à louer son ventre? Toutes ces questions sont posées aujourd'hui et vont interroger notre identité de femme, notre place, notre rôle dans la société.